Bien, donc je tiens tout d'abord à remercier la Société des Amis du Musée Cluny de m'avoir fait le plaisir de revenir et, si je puis dire, effectivement, comme vous l'avez précisé, d'élargir mon propos par rapport à ma première conférence qui concerne donc, comme le titre est indiqué derrière moi, l'enseignement à Paris au Moyen-Âge. Alors en fait, l'enseignement parisien constitue une référence incontournable dans l'histoire de la pensée médiévale. Capitale du royaume de France, Paris était aussi une capitale intellectuelle à l'échelle de l'Occident entre la Renaissance du XIIe siècle et celle du XVIe siècle. Le prestige intellectuel de Paris fut principalement incarné au Moyen-Âge par l'université, que vous connaissez tous. Mais l'enseignement parisien ne se réduisait pas à une seule institution. Avant l'université, il y avait des écoles monastiques et séculières, parmi lesquelles se détachait clairement l'école de Notre-Dame. Et au sein même de l'université, les collèges finirent par s'imposer comme des lieux de transmission des savoirs, préfigurant en cela l'enseignement secondaire moderne. Ce sont donc ces trois institutions parisiennes que j'évoquerai dans ma conférence, les écoles d'abord, l'université ensuite, et enfin les collèges. Alors, les quelques renseignements dont on dispose sur l'enseignement parisien du Haut Moyen-Âge concernent en fait les écoles monastiques. Là, je vous ai mis au tableau une reconstitution plausible de ce que pouvait être la rive gauche avant le XIIIe siècle, et où vous voyez, disons, en orangé, la partie urbanisée qui est extrêmement réduite par rapport à celle que l'on connaît maintenant, évidemment, et même par rapport à celle qui existera au XIIIe siècle. L'essentiel, ce sont des champs, hein, comme vous pouvez le remarquer. Donc si l'on remonte au IXe siècle, la première de ces mentions d'école figure dans le récit du siège de Paris par les Normands en 885-886, rédigé donc à la fin du IXe siècle par le moine Abbon de Saint-Germain-des-Prés. Ce dernier évoquait en effet l'enseignement de son maître, Émoin, qui dirigeait le scriptorium du monastère de Saint-Germain depuis 872 au moins. La tradition scolaire de Saint-Germain-des-Prés semblait encore active un siècle plus tard, puisque le jeune Olbert, futur abbé de Gembloux, en Belgique, aurait fait ses études dans cette abbaye, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, au tout début du XIe siècle, selon le chroniqueur Sigebert de Gembloux. Mais Paris abritait d'autres lieux d'enseignement. Les gestes de l'évêque de Liège rapportent qu'un jeune clerc liégeois nommé Ubald était venu étudier à la fin du Xe siècle à l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris. Il y serait d'ailleurs volontiers resté pour tenir l'école capitulaire si son évêque, Notger, ne l'avait rappelé à Liège pour mettre ses compétences au service de sa propre église et non pas d'une autre église. Mais l'évêque de Liège aurait finalement cédé aux demandes des chanoines de Sainte-Geneviève en autorisant Ubald à revenir enseigner 3 mois par an à Paris au tout début du XIe siècle. Enfin, vers 1085, l'abbé Anselme du Bec, par ailleurs connu pour avoir été archevêque de Canterbury, mentionnait dans sa correspondance le cas d'un moine de Saint-Pierre-sur-Dive, en Normandie, qui faisait ses études à Paris contre l'avis de son abbé. Donc c'est la raison pour laquelle il y avait cette correspondance, hein, c'est le refus d'obéir qui posait problème. On sait néanmoins que ce moine de Saint-Pierre-sur-Dive était hébergé sur la rive droite à l'abbaye Saint-Magloire, que je n'ai pas indiqué ici, c'est hors carte. En dépit de ces mentions, parfois anciennes, les écoles parisiennes ne sortent véritablement de l'ombre qu'avec Guillaume de Champeaux, qui enseigna la dialectique à Notre-Dame de Paris au tout début du XIIe siècle. La source qui éclaire ses débuts n'est certes pas objective, puisqu'il s'agit de l'Historia Calamitatum, hein, c'est l'histoire de mes malheurs, plaidoyer pro domo
écrit par Pierre Abélard une trentaine d'années après les événements. Donc je ne reviendrai pas ici sur le récit partiel et partial d'Abélard qui décrit ses joutes scolaires avec son ancien maître Guillaume de Champeaux. Je ne reviendrai pas non plus, j'en suis désolé, sur la célèbre idylle qu'il vécut avec la jeune Héloïse jusqu'au scandale de sa castration, donc vers 1117. On en a des représentations médiévales, ici, du XIVe siècle, et puis des représentations un peu moins chastes au XIXe siècle, comme ce tableau de Jean Vigneault, qui représente donc la scène où les deux amoureux sont surpris par l'oncle d'Héloïse. Je ne retiendrai finalement de cette histoire qu'un point essentiel pour l'histoire de l'enseignement médiéval parisien. Sous Guillaume de Champeaux, l'enseignement de la cathédrale se limitait à la seule dialectique, tandis que Abélard enseigna aussi l'exégèse biblique en poursuivant le commentaire biblique qu'il avait commencé dans la ville de Laon. Or, cette analyse exégétique, renouvelée par la dialectique, est à l'origine de ce qu'on appelle la théologie scolastique, qui fit la réputation des écoles parisiennes, et plus précisément de l'école de Notre-Dame. L'enseignement d'Abélard, dans et hors de la cathédrale, contribua donc à ranger la ville de Paris parmi les centres d'études les plus novateurs de la Renaissance du XIIe siècle, malgré la faiblesse de ses infrastructures scolaires par rapport à des cathédrales comme Reims ou Laon. Après le départ d'Abélard, cette nouvelle méthode d'analyse des textes bibliques fut aussi pratiquée par le théologien Hugues de Saint-Victor, qui enseignait dans l'abbaye du même nom, à Saint-Victor, aux portes de Paris. Mais la théologie scolastique trouva son maître dans la personne de Pierre Lombard, qui dirigea l'école de Notre-Dame entre 1145 et 1159. Vous avez ici, disons, on pourrait presque dire un portrait, puisque ce manuscrit, on le sait, a été réalisé au milieu du XIIe siècle, donc aux environs de la mort de Pierre Lombard, où l'on voit donc le personnage ici écrivant son œuvre avec donc ces jolies petites gambettes que l'on voit sortir, disons, dessous sa toge. Alors ce théologien italien avait lui-même étudié auprès d'Albéric de Reims et duc de Saint-Victor à Paris avant d'enseigner à Notre-Dame. On conserve de lui des gloses sur la Bible, mais surtout un vaste recueil en 4 livres qui mêlait les sentences des pères de l'Église au jugement des théologiens de son temps. Donc ce sont ces fameuses sentences de Pierre Lombard, qui étaient la première grande mise en ordre de l'exégèse biblique renouvelée par la dialectique, donc au milieu du XIIe siècle. Elles finirent par devenir, au même titre que la Bible, la base de l'enseignement de la théologie scolastique jusqu'à l'époque moderne. Pierre le Mangeur, l'un de ses élèves les plus doués, lui succéda à la tête de l'école cathédrale et composa lui aussi un célèbre manuel universitaire, l'Histoire scolastique. Cet ouvrage introduisait aux études théologiques en présentant les parties narratives de la Bible, accompagnées de leur exégèse savante. Surtout, l'enseignement de Pierre Lombard fit école au sein même du chapitre cathédral, qui accueillit à la fin du XIIe siècle de grands théologiens. Ainsi, le chanoine Pierre le Chantre, élève de Pierre le Mangeur, enseigna la théologie pendant 25 ans jusqu'à sa mort en 1197. Quant au théologien anglais, Étienne Langton, lui-même élève de Pierre le Chantre, il enseigna plus de 25 ans à Notre-Dame avant d'être nommé cardinal en 1206. Pierre le Mangeur, Pierre le Chantre, Étienne Langton sont les principaux représentants du courant théologique qu'on appelle l'école biblique morale. Dans le sillage des théologiens de Saint-Victor, ces maîtres envisageaient le travail exégétique comme un instrument de réforme de morale du clergé et de toute la société chrétienne. Suivant une technique mise au point par Pierre le Chantre, chaque livre biblique était soumis à 3 approches complémentaires.
le commentaire exégétique, qui dégageait les différents sens de l'écriture, l'analyse dialectique, qui confrontait les interprétations contraires sous la forme de questionnesse, de questions, et enfin le sermon, qui mettait cette doctrine à la portée du plus grand nombre. Vous avez ici une illustration bien postérieure, et d'ailleurs d'un maître bien postérieur à ces maîtres de l'école cathédrale, mais qui représente justement l'une des activités des théologiens parisiens, qui était donc la prédication, les sermons. Ces maîtres donc, qui avaient commenté à eux trois la totalité de la Bible, assurèrent la transition entre l'exégèse traditionnelle de type monastique du Haut Moyen-Âge et l'exégèse savante des universitaires. Leur influence sur la théologie scolastique fut d'autant plus grande qu'ils formèrent la plupart des théologiens parisiens du début du XIIIe siècle, ce qui explique d'ailleurs la postérité de leurs manuels jusqu'à la fin de l'époque moderne. Mais le monopole de l'école cathédrale sur l'enseignement de la théologie commença à être contesté dès le début du XIIIe siècle, avec l'émergence d'un nouvel acteur dans le système d'enseignement parisien. Je veux parler bien sûr de l'université. Alors, cette université, donc, et surtout son émergence à Paris, est le résultat des tensions nées du développement considérable des écoles urbaines au XIIe siècle. On voit en effet se multiplier les écoles dans les villes, alors qu'elles ferment progressivement dans les monastères ruraux, qui avaient pourtant assuré la transmission des savoirs durant tout le Moyen-Âge. Dans un centre d'études aussi attractif et aussi actif que Paris, les maîtres et les étudiants étaient étrangers pour la plupart. Ils venaient des quatre coins de la chrétienté. Et ils ne disposaient donc pas des protections accordées aux bourgeois de la ville, ce qui d'ailleurs les soumettait aux exactions multiples et variées des autorités tant civiles qu'ecclésiastiques locales. Et on en a ici une illustration, le type d'exaction dont pouvaient souffrir les étudiants parisiens. Ici, c'est un manuscrit du XVe siècle, mais qui évoque, disons, une affaire du XIIIe siècle sur laquelle je reviendrai, mais qui était tout à fait aussi réelle dès le XIIe siècle, à savoir la rixe, la bagarre entre étudiants et bourgeois, qui se solde par la mort d'étudiants, ici que l'on voit à gauche de l'image, et ces étudiants, donc, juchés à terre, sont découverts par les bedeaux de l'université, par les maîtres. Ces exactions sont la principale raison qui explique que les maîtres et les étudiants éprouvèrent le besoin de s'associer pour se défendre collectivement, comme une sorte de syndicat, en quelque sorte. Évoluant dans un univers urbain, les maîtres et les étudiants adoptèrent naturellement le modèle corporatif des organisations de métiers. Et de ce point de vue, on peut dire que la naissance de l'Université de Paris, à la charnière des XIIe et XIIIe siècles, constituait une véritable réforme du système des écoles urbaines. Le succès des universitaires fut aussi le résultat de la bienveillance du pouvoir royal, pour qui la protection des écoles était une prérogative du souverain. Ainsi, en 1200, donc on est vraiment à la charnière des XIIe et XIIIe siècles, le roi Philippe Auguste accorda aux maîtres et étudiants parisiens le privilège d'être jugés par la seule justice ecclésiastique et non par la justice royale. Donc le roi déjugeait sa propre justice au profit de la justice ecclésiastique. Mais c'est surtout la politique pontificale qui constitua le plus puissant levier de cette mutation institutionnelle. Pour la papauté, les universités constituaient en fait des armes idéologiques capables de relever les nouveaux défis de la chrétienté. Les universités devaient éclairer la doctrine de l'Église qui était mise en cause par les hérésies, et notamment les cathares. Elles devaient diffuser le droit canonique au moment où se développait la législation pontificale. Et elles devaient enfin améliorer bien sûr la formation du clergé pour assurer un meilleur encadrement des fidèles. De ce point de vue, les universitaires constituaient le versant intellectuel de la politique des papes
en faveur des ordres mendiants ou de la rénovation de l'Église à l'occasion du Concile de Latran IV en 1215. Et c'est d'ailleurs en 1215, même année donc que le Concile de Latran IV, que le légat pontifical, Robert de Courson, reconnut officiellement la corporation parisienne en lui accordant ses premiers statuts que vous voyez donc derrière moi, qui sont conservés en original à la bibliothèque de la Sorbonne, aux archives de l'Université de Paris. Surtout, une quinzaine d'années plus tard, le pape Grégoire IX confirma solennellement les privilèges de l'Université de Paris contre les prétentions de l'évêque et de son chancelier. C'est la fameuse bulle Parens Scientiarum, promulguée en 1231 et qui est considérée comme la grande charte de l'Université de Paris. Ainsi, la reconnaissance par les papes des premières corporations universitaires réduisait les compétences des autorités ecclésiastiques locales tout en réaffirmant le monopole de l'Église sur un enseignement conçu comme universel. Alors justement, voyons ce qu'est cette université en tant qu'institution d'enseignement. On peut dire donc que l'Université de Paris est héritière de la Renaissance du XIIe siècle, qui avait profondément renouvelé les programmes et les méthodes scolaires du Haut Moyen-Âge. L'un des principaux apports de cette période, donc de Renaissance, avait été la traduction en latin de l'ensemble de l'œuvre d'Aristote, à partir des versions recopiées et commentées par les penseurs musulmans, donc dès le IXe siècle. Ce mouvement permit d'ajouter à la partie traduite à la fin de l'Antiquité, ce que l'on appelle la Logica Vetus, la vieille logique, qui comprenait, comme vous le voyez, un certain nombre d'ouvrages qui parfois étaient directement des ouvrages d'Aristote, mais qui aussi pouvaient être des commentaires tirés de l'œuvre d'Aristote, donc des commentaires notamment de Porphyre et de Boès. Donc ça a permis d'ajouter à la partie traduite, donc à la fin de l'Antiquité, la Logica Vetus, le reste de la logique, la Logica Nova, ce qui permit de reconstituer, à la fin du XIIe siècle, l'ensemble de l'œuvre logique d'Aristote, qu'on appelle l'Organon, où vous voyez donc une toute petite partie était connue au Moyen-Âge, c'était les catégories et le Périherménéias d'Aristote, mais la plus grande partie de la logique d'Aristote a été redécouverte au XIIe siècle par les latins. Elle était connue des Grecs et des Arabes, mais elle n'était pas connue des latins puisqu'elle n'avait pas été traduite en latin à la fin de l'Antiquité. S'ajoutent à cela les autres œuvres d'Aristote en dehors de la logique, puisque la physique, l'éthique, la métaphysique d'Aristote ont été traduites également au XIIe et au XIIIe siècle. La philosophie aristotélicienne exerça ainsi une profonde fascination sur les universitaires médiévaux. Elle fut notamment mise à profit pour moderniser les techniques pédagogiques héritées du Haut Moyen-Âge, donnant ainsi naissance à ce que l'on appelle la méthode scolastique. En effet, à Paris, comme dans les autres universités médiévales d'ailleurs, la base de l'enseignement consistait à commenter un texte de référence, une autorité. Le maître lisait l'œuvre à ses étudiants, c'est ce qu'on appelle la lectio, ce qui donnera la leçon en français, lesson en anglais, qui veut dire le cours. Il expliquait le sens littéral des mots, la littera, puis la logique du texte, ce qu'on appelle le sensus, avant d'en dégager la signification profonde, la signification allégorique éventuellement, ce que l'on appelle la sententia. Donc, littera, sensus, sententia, ce sont les différents sens de l'écriture. Ainsi, les étudiants écoutaient le professeur en suivant le cours sur leur propre exemplaire du texte de référence. Et on a ici, ils ont
une illustration. Alors bon, pardonnez-moi, je n'ai pas pris ici un exemple parisien, c'est un exemple bolonais, mais les tombes des professeurs bolonais sont bien plus belles que celles des les rares que l'on conserve des professeurs parisiens. Et vous avez ici la tombe d'un juriste bolonais, Jean de Leniano, donc comme quoi le droit, disons, permet de se payer de beaux tombeaux. Cette tombe illustre finalement toutes les attitudes que l'on peut avoir vis-à-vis du cours d'un enseignant, et j'ai l'habitude donc justement de montrer cette image-là à mes étudiants, où l'on voit ici donc les étudiants suivre plus ou moins précisément le cours sur le livre dont ils disposent, hein, disons, sur leur table. Et l'on voit à gauche donc un étudiant peut-être un peu laborieux qui le suit vraiment, disons, de manière extrêmement attentive. Au milieu, un étudiant un peu plus rêveur, hein, qui ne semble pas être très intéressé par le cours, en tout cas, ou peut-être, disons, regarder un peu le décor autour de la salle. Et puis, à droite, l'étudiant, disons, qui dispose finalement ici de la bonne distance, hein, vis-à-vis du texte et du cours, hein, qui suit son texte sans être totalement, disons, obsédé par lui. Donc vous avez ici l'illustration de la manière dont pouvaient se suivre des cours au Moyen-Âge, ce qui ne change pas beaucoup par rapport aux cours maintenant. Alors, à l'aide de la logique d'Aristote, les maîtres du XIIIe siècle approfondirent donc cette analyse textuelle, cette analyse des différents sens de l'écriture, en isolant les questions posées par l'œuvre et en les soumettant à la discussion entre les étudiants. C'est ce que l'on appelle la disputatio ou la dispute. Ici, disons, tiré d'un manuscrit, justement, d'un commentaire d'Aristote par Boès. La disputatio, donc ou dispute, était un exercice de mise en application de la dialectique par les bacheliers sous le contrôle du maître, du magister, que l'on voit ici, disons, plus haut que les autres, habillé en noir et ayant un index, disons, voilà, dominateur, magistral. Le maître posait une question à la classe et désignait un étudiant pour développer une réponse argumentée. C'est ce que l'on appelle le respondens. Et on le voit donc entre le maître et les autres étudiants de la classe, donc dans une position intermédiaire, en train d'argumenter, comme le montre justement la position de ses mains. Puis, le maître désignait un ou plusieurs étudiants pour soutenir l'argumentation contraire. C'est ceux que l'on appelait donc opponens, ou au pluriel opponentes, donc où l'on voit finalement ici des personnages qui tiennent l'argumentation contraire, hein, donc à droite de l'image, donc qui contredisent le respondens. Vous en avez un debout et visiblement un assis, donc il pouvait y avoir plusieurs opposants, hein, donc à ce répondant. L'échange des arguments pro et contra se faisait bien sûr en citant le maximum d'autorité de mémoire, hein, car c'était un exercice d'application, mais aussi un exercice de mémoire, pour connaître par cœur les autorités donc, scolastiques. À la fin de l'exercice, le maître reprenait la parole pour déterminer, comme on dit, hein, déterminare, c'est-à-dire rassembler les arguments des uns et des autres et donner sa solution à la question. Le commentaire magistral était, dans les manuscrits universitaires, directement porté donc, autour et à l'intérieur du texte de référence. Là, vous avez ici une page d'un manuscrit parisien, donc non seulement conservé à Paris, mais de toute évidence qui a été réalisé en France, manuscrit du décret de Gratien, qui était une des autorités du droit canonique médiéval. Si l'on fait un zoom sur la partie qui est aux alentours de la vignette, hein, de l'enluminure que l'on voit dans la colonne de gauche, eh bien, on se rend compte que vous avez donc sous la colonne le texte de référence, et en fait, vous avez entre les lignes une glose qu'on appelle la glose interlinéaire, qui est une glose qui explique finalement le texte donc, de référence. Vous avez de même entre les deux colonnes du texte de référence d'autres gloses qui sont indiquées ici, disons donc dans le blanc laissé entre les deux colonnes. Mais surtout,
Et ce dont on ne se rend pas très bien compte, disons, avec ce détail de l'image, mais vous l'avez vu sur l'image précédente, ce qui est en fait à gauche, hein, à l'extrême gauche du texte, sur une colonne en tant que telle, c'est aussi de la glose, mais une glose rédigée. C'est la glose marginale, la glose qui occupe les marges du manuscrit. On le voit d'ailleurs si l'on reprend la page entière. Hein. Tout ce qui est autour des deux colonnes de texte de référence, tout ce qui occupe les marges du texte, c'est la glose marginale qui constitue pratiquement, disons, un texte bis, hein, un autre texte, donc par rapport au texte de référence. Et au début du XIIIe siècle, ces éléments de doctrine qui avaient été mis dans les marges finirent par se stabiliser au point de constituer le commentaire officiel du texte de référence. C'est ce que l'on appelle donc la glose ordinaire, hein, et c'est ce que l'on voit donc dans les marges du texte. Et cette glose ordinaire était recopiée avec le texte lui-même dans les manuscrits universitaires. Ainsi, à partir d'un commentaire linéaire, on s'acheminait peu à peu vers un exposé systématique présentant l'ensemble de la doctrine, sans suivre obligatoirement la lettre du texte. Alors cette méthode scolastique s'appliquait aux 4 disciplines enseignées à l'Université de Paris. Oui ? Alors, la glose est officielle. Alors, si vous voulez, on va réunir les questions à la fin, de manière à ce que je puisse, disons, développer. Peut-être que la réponse à la question sera dans la suite de mon exposé. Donc, je termine mon exposé et ensuite vous aurez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. La méthode scolastique, donc, s'appliquait aux 4 disciplines enseignées donc, à Paris. La faculté des arts, pour commencer, accueillait les plus jeunes étudiants qui devaient au moins connaître les rudiments du latin, langue exclusive de l'enseignement universitaire au Moyen-Âge. Donc il fallait au moins savoir le latin pour pouvoir suivre l'enseignement. Ces artiens devaient apprendre les 7 arts libéraux, à savoir les 3 arts représentant à peu près les lettres, qu'on appelait le trivium, c'est-à-dire la grammaire, la rhétorique, la dialectique, mais aussi donc les 4 arts qui représentaient plutôt les sciences, qu'on appelle donc le quadrivium, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Mais dans les faits, les programmes des facultés des arts, et en particulier de la faculté des arts de Paris, étaient surtout centrés sur le trivium, donc grammaire, rhétorique et surtout dialectique, c'est-à-dire philosophie. Une fois obtenue la maîtrise SR, on pouvait accéder aux 3 facultés supérieures de médecine, de droit et de théologie. Ainsi, le système universitaire était fondé sur une hiérarchie des disciplines où la faculté des arts occupait la place la moins honorable et la faculté de théologie la place la plus honorable, comme on le voit sur le schéma. Pour autant, cette subordination académique faisait de l'enseignement des arts une préparation à toutes les autres sciences, à la médecine, comme au droit, comme à la théologie. Ce qui renforçait en fait le poids de la philosophie d'Aristote, enseignée à la faculté des arts, sur toute la culture savante. Mais à côté de ces facultés, on voyait progressivement se développer au cours du Moyen-Âge d'autres types d'établissements à Paris. Et ces établissements sont voués, comme on va le voir, à une longue postérité scolaire. Ce sont les collèges médiévaux. Alors, bon, je ne pouvais pas, disons, faire une conférence sur l'enseignement à Paris sans parler des collèges, mes chers collèges parisiens. Alors, ces premiers collèges parisiens naissent à la fin du XIIe siècle, avant même la reconnaissance officielle de l'Université de Paris. C'est intéressant. Dès la fin du XIIe siècle, on voit naître des collèges à Paris avant que, officiellement, l'université soit reconnue. À cette date, il ne s'agit encore que de logements pour étudiants, fondés par de riches bienfaiteurs dans un but essentiellement charitable. Le succès des écoles parisiennes avait en effet attiré une importante population scolaire à Paris, ce qui entraînait de graves difficultés
de logement pour les étudiants les plus pauvres. Donc finalement, disons, rien de nouveau sous le soleil, on avait besoin de logements étudiants dès la fin du XIIe siècle pour loger les pauvres étudiants qui ne pouvaient pas se loger dans le parc privé, si je puis dire, pour utiliser une terminologie moderne. Mais la nature de l'institution collégiale changea au cours du XIIIe siècle avec l'arrivée des frères mendiants à l'université. Je vous ai mis ici donc la localisation des 4 couvents mendiants, donc des 4 ordres mendiants. En effet, dès le début du XIIIe siècle, dominicains et franciscains fondèrent des couvents dans les grands centres d'études d'Occident, donc évidemment à Paris également. Dans la capitale du royaume de France, les dominicains ouvrirent un couvent vers 1220. C'est le couvent des Jacobins qui se trouve au sud donc, du quartier latin, qui a totalement disparu, ce couvent des Jacobins. Tandis que les franciscains, l'autre grand ordre mendiant, je ne parlerai pas des Carmes et des Augustins, mais donc les franciscains, ouvrirent leur propre couvent vers 1230, donc, et on le voit, près des murs et près de la porte Saint-Germain. C'est ce qu'on appelle le couvent des Cordeliers, et lui, en revanche, a laissé, on peut dire, de beaux restes, de beaux monuments, puisque ce couvent a laissé son réfectoire, le réfectoire des Cordeliers, qui se trouve dans le quartier latin, alors que vous ne pouvez pas visiter malheureusement, sauf à l'occasion d'expositions, où il est ouvert donc spécialement pour l'exposition, mais on peut au moins le voir depuis la rue de l'École de médecine. Ici, bon, c'est dans la cour de cet espace qui en fait appartient à l'université Sorbonne Université, mais on peut le voir encore de la rue, disons à travers des grilles malheureusement, mais il est quand même assez grand pour être visible de loin. Alors le but de ces fondations mendiantes était clair. Il s'agissait avant tout d'écoles de haut niveau, destinées à former les meilleurs théologiens de l'ordre, à Paris qui était la plus grande école donc, théologique, on l'a vu dès le XIIe siècle. Cette nouveauté entraîna donc une distinction entre 2 types de collèges à Paris. Il y avait d'un côté les collèges séculiers, qui se contentaient d'accueillir de pauvres étudiants dans l'esprit des premières fondations charitables, et de l'autre côté, les collèges réguliers des mendiants, tout entiers orientés vers l'enseignement théologique, et qui finirent par acquérir une réputation internationale avec des maîtres aussi célèbres que Bonaventure et surtout, évidemment, Thomas d'Aquin, donc, qui ici est représenté en apothéose après sa canonisation, donc au début du XIVe siècle. Mais c'est un théologien du XIIIe siècle. Face au prestige des frères mendiants, les séculiers réagissent avec la fondation de la Sorbonne. Car avant de symboliser cette Sorbonne, et donc il faut à tout honneur, donc ici vous avez une image totalement reconstruite de Robert de Sorbon, mais en réalité avant donc de symboliser l'université de Paris tout entière, la Sorbonne fut un simple collège fondé vers 1257 par Robert de Sorbon. Ce collège, organisé sur le modèle d'un couvent mendiant, était uniquement réservé aux théologiens parisiens et séculiers. Donc aux théologiens d'ailleurs du monde entier, pas seulement parisiens, mais aux théologiens donc séculiers qui étudiaient à Paris. La fondation de la Sorbonne est à l'origine de la première mutation des collèges parisiens, qui, de simples lieux d'hébergement, devinrent des lieux de vie commune. L'intérêt de plus en plus marqué pour la vie commune des étudiants naît en effet au milieu du XIIIe siècle, dans un contexte de forte tension au sein de l'université. En effet, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, entre 1250 et 1290, un violent conflit opposa à Paris les maîtres séculiers à leurs homologues mendiants. Les séculiers reprochaient notamment aux frères mendiants de n'avoir aucune solidarité corporative dans les luttes qui opposaient les séculiers de l'université donc aux autorités civiles et ecclésiastiques, donc
quand les séculiers décidaient une grève, les mendiants ne suivaient pas le mot d'ordre de grève, ils continuaient à enseigner, qui évidemment, disons ce qui leur permettait d'ailleurs de récupérer des étudiants, puisque bon, c'était les seules écoles ouvertes pendant la grève universitaire, donc vous voyez, disons, les raisons des tensions. Et surtout, ils considéraient, donc les séculiers considéraient que les théologiens mendiants leur faisaient une concurrence déloyale en dispensant un enseignement gratuit dans des couvents où tout était orienté vers les études. Donc en fait, disons, ce que les séculiers reprochaient aux mendiants, c'est qu'ils donnaient un enseignement gratuit alors que les séculiers, eux, faisaient payer leur enseignement. Donc vous voyez, disons, la tension aussi était une tension économique, hein, puisque concrètement, les mendiants qui professaient donc un enseignement de haut niveau, gratuit, et disons qu'il n'était pas soumis aux grèves universitaires, attiraient du coup la plus grande partie des étudiants théologiens et aussi les meilleurs étudiants. Les mendiants ayant toujours été soutenus par le pape, ces conflits se soldèrent toujours par le recul des séculiers. Ce constat d'échec finit par imposer dans l'esprit de certains prélats que donc l'idée que la meilleure façon de répondre aux défis des mendiants n'était pas de rejeter, mais au contraire d'adopter les valeurs de leur adversaire. Et de ce point de vue-là, on ne saurait être plus clair que Guillaume de Saulnes, fondateur du Collège des Trésoriers, fondé au XIIIe siècle, qui explique sans embâche, donc dans les statuts de 1280, « Nous n'entendons pas pourvoir les dépravés, les voluptueux, les ribots, les joueurs ou les tenanciers de bordels et de tavernes, mais au contraire les bons et vrais écoliers par lesquels on pourvoira à l'Église et au salut des âmes. » Donc voilà en fait l'image que Guillaume de Saulnes donne des écoliers, si je puis dire, disons, communs par rapport aux écoliers réguliers mendiants qui sont justement de bons et vrais écoliers. Eh bien, c'est exactement cela que veulent fonder les fondateurs de collèges du milieu du XIIIe siècle. Ils veulent fonder des collèges qui copient le modèle mendiant, qui accueillent des écoliers studieux et non pas des écoliers, disons, voluptueux, tenanciers de tavernes et de bordels, etc. Le but, donc, est désormais d'offrir aux clercs séculiers un environnement propice aux études, afin qu'ils puissent vivre selon la devise de la Sorbonne, socialitaire et collégialitaire, et moralitaire et scolaritaire, c'est-à-dire dans un tout où l'on ne peut plus distinguer la sociabilité, la morale et l'étude. Ainsi, la fondation de la Sorbonne permit un nouvel essor des collèges parisiens à la fin du XIIIe siècle et surtout au XIVe siècle. Le XIVe siècle, comme on le voit sur ce graphique, est la période d'essor des collèges parisiens. Concrètement, ce siècle voit à lui seul la création de 38 des 65 collèges fondés à Paris entre 1180 et 1600, donc la fin du XVIe siècle. J'ai rajouté le XVIe siècle pour faire bonne mesure, mais vous voyez que l'essentiel est fondé au Moyen-Âge. Et donc, plus de la moitié des fondations ont lieu au XIVe siècle. Si l'on regarde même la première moitié du XIVe siècle, les années donc 1300 à 1350, la première moitié du XIVe siècle offre la plus forte progression de toute la période, avec un total de 29 fondations, donc en 50 ans. Mais le nombre des créations, comme vous le voyez, baisse rapidement dans la seconde moitié du XIVe siècle, et elles sont même pratiquement inexistantes au XVe siècle. On peut trouver plusieurs explications à cette perte de vitesse. Tout d'abord, évidemment, la Grande Peste. Cette Grande Peste atteint Paris dès 1348, et les nombreuses répliques de cette épidémie, donc nous sommes, disons ici, alors évidemment, le Covid, c'est pas la Grande Peste, mais disons, nous sommes dans une ambiance d'épidémie, de protection, les gens n'osent pas sortir. Eh bien, vous imaginez que quand il s'agissait d'une maladie létale comme la peste, qui se transmettait, alors on n'avait pas de masque, disons, on ne mettait pas de masque à l'époque, mais ça se transmettait par la toux, la peste pulmonaire, ou alors, disons, par le toucher pour la peste bubonique. Donc, cette peste, donc, évidemment,
et ces répliques touchaient donc tous les habitants de Paris, y compris les étudiants. En outre, pour faire bonne mesure, la France entre dans la guerre de 100 ans à partir de 1337. Et Paris est même occupé par les Anglais au début du XVe siècle. L'université a beaucoup souffert aussi de cette situation. Enfin et surtout, on peut voir dans le ralentissement des fondations de collèges un phénomène, on pourrait dire, de saturation. Et là, je vous invite à regarder justement la courbe des bourses fondées, la courbe cumulative des bourses fondées à Paris depuis la fin du XIIe siècle. En effet, lorsque Robert de Sorbon fonda son collège au milieu du XIIIe siècle, il n'existait qu'une cinquantaine de bourses de collège à Paris. Un siècle plus tard, on en comptait déjà 600 et même 700 à la fin du XIVe siècle. Ainsi, les bienfaiteurs de la fin du XIVe siècle ne pouvaient plus percevoir la nécessité de fonder des collèges avec la même acuité, avec la même urgence que les bienfaiteurs du XIIIe siècle. Il y avait en quelque sorte assez de bourses de collèges à Paris pour les étudiants pauvres. Au XVe siècle d'ailleurs, la proportion de boursiers dans la population universitaire parisienne restait la plus forte de tout l'Occident, puisqu'il y avait 17% des étudiants parisiens qui étaient boursiers, alors qu'on n'en rencontrait que 12,5% à Oxford. Vers 1500, il y avait encore à Paris plus d'une cinquantaine de collèges en activité, alors que les universités d'Oxford et de Cambridge en accueillaient une trentaine à elles deux. Donc, Oxford et Cambridge, qui sont actuellement considérées comme les universités à collège par excellence, en réalité, étaient bien en deçà de la proportion de collèges que l'on rencontrait à Paris à la fin du Moyen-Âge. On peut donc dire que ces établissements occupaient finalement l'ensemble de la rive gauche et surtout faisaient bel et bien partie du paysage parisien, du paysage urbain parisien. Et vous avez ici la carte des collèges à la fin du Moyen-Âge, les collèges réguliers en rouge, les collèges séculiers en orangé. Et vous pouvez imaginer, si vous avez déjà passé la Manche et visité soit Oxford, soit Cambridge, où l'on voit ces rues avec ces enfilades de collèges, mais en réalité, on rencontrait le même paysage urbain à la fin du Moyen-Âge à Paris et au début de l'époque moderne, où vous aviez des rues comme la rue de la Harpe, qui a été remplacée par le boulevard Saint-Michel, qui comptait une enfilade de collèges, disons, tout au long donc, de la rue. À côté des petits collèges, il y avait aussi de grands et prestigieux collèges à Paris, en plus de la Sorbonne, évidemment. On peut citer le collège des Cholets, le collège d'Harcourt. Alors, disons, ils ne sont pas, disons, ici vous avez, ils sont indiqués, le collège d'Harcourt est contre les murs, donc à l'ouest, sous le collège des Cordeliers. Le collège des Cholets est vers le sud, à côté du collège des Jacobins, et vous voyez la Sorbonne qui trône entre les deux. Mais surtout, l'un des plus grands collèges parisiens de la fin du Moyen-Âge, c'est le collège de Navarre, qui se trouve à l'est, près de l'abbaye Sainte-Geneviève. Le collège de Navarre, qui, à la fin du Moyen-Âge, avait ce magnifique grand porche donc, du collège, entièrement détruit donc, à la fin du XVIIIe siècle, et qui a été remplacé par l'école polytechnique, et maintenant le ministère de l'enseignement supérieur, qui se trouve rue Descartes, dans les locaux de l'ancienne école polytechnique. Mais donc, ce collège de Navarre était le plus grand collège parisien avec 70 bourses d'étudiants, 70 bourses d'étudiants, ce qui quand même, disons, était plus important que ce que pouvait offrir la Sorbonne même. Au sein de ces grands établissements, c'est finalement au sein de ces grands établissements qu'a lieu au XVe siècle la seconde mutation des collèges parisiens, celle qui donne naissance au collège moderne. Au début du XIVe siècle, rares étaient les collèges parisiens qui offraient à leurs boursiers un enseignement continu. En dehors des couvents mendiants que j'ai déjà évoqués, la plupart de ces établissements étaient encore de simples lieux d'hébergement, encore au début du XIVe siècle. Seuls les statuts de quelques collèges mentionnaient des leçons
Ce qui, d'ailleurs, ne voulait pas dire qu'il y avait effectivement des leçons dans ces collèges. Il pouvait très bien y avoir des leçons ou des exercices scolaires indiqués dans les statuts, mais finalement, dans la réalité, ça pouvait ne pas être appliqué. En 1370, les statuts du collège de Dormant-Beauvais, qui est cher à mon cœur puisque c'est celui sur lequel j'ai fait ma thèse, contiennent une mesure importante pour l'histoire de l'enseignement universitaire parisien. En effet, ils autorisent le maître et le sous-maître du collège à accueillir des auditeurs externes dans les écoles du collège, que j'illustre par cette enluminure qui n'a rien à voir avec le collège de Dormant-Beauvais, mais qui renvoie, disons, à la manière dont on représentait l'envoi d'un enfant à l'école. Ici, c'est une illustration de la vie d'Alexandre le Grand, donc un Alexandre le Grand un peu modernisé, comme vous pouvez le remarquer, avec des costumes du XVe siècle, qui va à l'école d'Aristote, et c'est la manière dont l'enlumineur, finalement, va représenter l'envoi d'Alexandre à l'école d'Aristote, en représentant donc comment un enfant, effectivement, au XVe siècle, pouvait être envoyé à l'école. Donc, les statuts du collège de Dormant-Beauvais, finalement, disons, permettent l'ouverture de l'école du collège à des auditeurs extérieurs, et c'est en quelque sorte la première attestation du système de l'externat que l'on connaît par la suite, qui va faire donc qui va être voué à une grande postérité dans les collèges modernes, le fait qu'un collège puisse accueillir, en plus de ses boursiers, des auditeurs extérieurs donc, qui viennent en payant. Cette pratique pédagogique, l'externat, donc, est attestée encore quelques années plus tard au Collège de Navarre, donc ce grand collège de l'Est du quartier latin. Et en fait, les collèges séculiers se sont sans doute inspirés sur ce point du modèle de la Sorbonne, qui semble avoir été le premier collège à accueillir des cours publics en théologie, cette fois, dès le milieu du XIVe siècle. On peut donc dire que l'enseignement privé, pratiqué à l'intérieur des collèges, commence à attirer un public extérieur et acquiert surtout peu à peu un caractère officiel. Ainsi, au XVe siècle, les maîtres essarts, qui ne trouvaient pas de place dans les écoles publiques et officielles de la faculté, acceptaient souvent un poste de régent dans un collège. Dans la plupart des cas, la situation de ces maîtres était peu enviable. Ils dépendaient totalement du bon vouloir du proviseur du collège et ne bénéficiaient pas des rétributions de la faculté des arts, rétributions qui étaient uniquement donc, réservées aux régents des écoles publiques de la faculté des arts. Et en particulier ces écoles qui résidaient rue du Fouarre. Ici, ce n'est pas une représentation de la rue du Fouarre, mais on peut imaginer la rue du Fouarre comme une rue marchande, commerçante, dans laquelle se trouvaient en plus des écoles, puisque les écoles, à la fin du Moyen-Âge, étaient louées dans des locaux communs. La plupart du temps, il n'y avait pas de bâtiments spéciaux pour faire école. On louait, en fait, à un loueur privé, un espace pour enseigner donc, pendant un temps, et ensuite c'était rendu à sa vocation privée. En 1486, une affaire va véritablement, disons, changer la nature de ces statuts, de ces postes de maître de régent de collège parisien. En 1486, le renvoi d'un régent par le proviseur du collège de Lisieux provoque un tel scandale que la faculté des arts est contrainte d'intervenir. Elle pose comme principe le caractère inamovible de tout maître admis par elle à enseigner, que ce soit dans une école de la rue du Fouarre ou que ce soit dans un collège. Donc à partir de 1486, tout maître autorisé à enseigner par la faculté des arts est inamovible, ne peut plus être renvoyé, quel que soit le lieu où il enseigne. Dès lors, les conditions d'exercice des maîtres des régents de collège s'améliorent considérablement par rapport aux autres régents essarts. Ils sont logés et rémunérés par leur établissement, ce qui n'est pas le cas rue du Fouarre. Donc dans un collège, vous êtes logé et rémunéré par votre établissement. Et surtout, ces régents ne pouvaient plus être destitués
finalement qu'avec l'assentiment de la faculté des arts. Ainsi, au début du XVIe siècle, les régents des écoles publiques finirent par déserter la rue du Fouarre pour intégrer les prestigieux collèges de la montagne Sainte-Geneviève, qui étaient beaucoup plus intéressants d'un point de vue matériel. En 1542, la faculté des arts entérina cet état de fait, en ne reconnaissant plus que les cours publics donnés dans 18 collèges fameux, qui seront appelés plus tard les collèges de plein exercice. Et vous avez ici une carte donc, du quartier latin à l'époque moderne, une carte d'Ancien Régime, hein, où l'on voit ces collèges de plein exercice qui sont représentés donc soit en jaune, soit en rouge, soit en vert, qui représentent donc les différentes disciplines que l'on pouvait pratiquer. Et finalement, donc, on peut juger ici par ce schéma le chemin parcouru par ces institutions charitables qui, en l'espace de 3 siècles et demi, sont devenus les véritables piliers de l'enseignement secondaire parisien, puisque ces collèges médiévaux sont en fait les ancêtres des collèges d'Ancien Régime que l'on connaît donc jusqu'à la fin de l'Ancien Régime et qui ont donné les lycées napoléoniens. Mais l'un de ces collèges parisiens illustre cependant, plus encore que les autres, la réussite de ces institutions. Et je veux bien sûr parler pour finir de la Sorbonne. Le prestige de cet établissement a souvent fait oublier qu'il n'était à l'origine qu'un collège parmi d'autres. Mais la fondation de Robert de Sorbon disposait d'un atout incontestable. C'est bien sûr sa monumentale bibliothèque, conçue dès l'origine comme un instrument au service de l'ensemble de l'Université de Paris. Ici, ce n'est pas la bibliothèque de la Sorbonne, mais c'est une très belle illustration qui peut représenter le mobilier d'une bibliothèque de la fin du Moyen-Âge. Disons d'ailleurs, c'est un incunable qui, ici, donc un ouvrage imprimé à la fin du XVe siècle, qui, ici, porte cette enluminure. Cette bibliothèque de la Sorbonne comptait déjà plus de 1800 volumes au début du XIVe siècle. C'était la plus grande bibliothèque de Paris. L'existence d'un tel instrument de travail fut pour beaucoup dans la place occupée par ce collège au sein de la faculté de théologie. L'ancienneté, donc cette faculté de théologie donc, dont on a ici une représentation pour le début du XVIe siècle, l'ancienneté de l'enseignement à la Sorbonne et la taille de sa bibliothèque justifiaient donc à elle seule que finalement Guillaume Fichet et Jean Henlin y installent la première imprimerie française en 1470. Ici, illustration possible également de ce que pouvait être une imprimerie parisienne au début du XVIe siècle. Mais l'installation de l'imprimerie de la Sorbonne en 1470, c'est 15 ans après celle de Gutenberg, seulement 15 ans après Gutenberg. Et surtout, disons, c'est la première imprimerie installée en France, avant même l'imprimerie de Lyon. En 1485, c'est encore à la Sorbonne que l'Italien Pic de la Mirandole vient s'initier à l'art de la dispute scolastique. L'année suivante, il publie ses 900 conclusions, où il rend un vibrant hommage aux traditions de cette illustre maison de Sorbonne. Je le cite, « Ce n'est pas l'éclat de la langue des Romains qui est imité dans ses leçons, donc dans son œuvre, mais l'art oratoire des plus célèbres maîtres parisiens, puisque c'est celui qu'utilisent presque tous les philosophes de notre temps. » Donc c'est un humaniste parisien qui rend hommage aux disputes qui ont lieu donc, dans le collège de Sorbonne. À partir du XVIe siècle, la Sorbonne devint donc le siège de la faculté de théologie de Paris et resta plus de 2 siècles une référence européenne pour la théologie dogmatique. Rénovés par Richelieu au XVIIe siècle, ces bâtiments servirent de siège aux facultés parisiennes après la suppression du collège à la Révolution. Entièrement reconstruite au XIXe siècle, elle devint naturellement le siège du rectorat et de l'Université de Paris, reconstituée à la fin du XIXe siècle. On comprend mieux, ainsi, l'enjeu politique et symbolique d'un rattachement à la Sorbonne pour les universités parisiennes créées en 1971
y compris pour celles qui n'ont jusqu'à présent jamais porté le nom de Sorbonne, et qui donc vont adopter le nom Sorbonne voilà, en ce début du XXIe siècle. En effet, l'histoire de ce collège médiéval illustre, s'il en est, le triomphe de ces institutions fondées à l'origine pour héberger des étudiants pauvres. C'est pourquoi, au-delà de toute considération mercantile, la Sorbonne est et doit rester le patrimoine commun de tous les universitaires. Je vous remercie.